Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, un grand débat de catch qui va être alimenté avec maestria, grâce à mon invité du jour, un invité exceptionnel que je connais depuis pas mal de temps. C'est le frère de Roméo le catcheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et donc l'honneur de recevoir Thibaut Vézirian. Bonjour Thibaut, bienvenue sur la clinique. Comment vas-tu? Salut, grand plaisir d'être là avec toi. Ça va très très bien, en effet. Donc c'est très cool de pouvoir venir te, te voir et discuter sur la clinique. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors Thibaut Vézirian, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chroniqueur de sport qui a fait ses armes, pas dans le sport, mais je crois que tu as commencé à TF1 et cetera. Mais dis-nous en deux trois mots aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te voir parler de sport? Et puis après on va lancer ce grand débat, comme vous l'avez vu sur le petit visuel. Le catch doit-il être traité comme un sport? Et on va parler aujourd'hui de catch et de sport et on va essayer de démêler un petit peu tout ce qui gravite autour de ce sport-spectacle. Et quand il y a sport-spectacle, il y a aussi sport. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de recevoir le chroniqueur sportif professionnel que tu es. Ouais, ça fait plaisir. En effet, ça va être hyper intéressant. Alors moi, en effet, on peut me voir tous les jours à partir de 17h30 sur la chaîne L'équipe, dans l'émission L'équipe d'Estelle. Là, c'est très foot. Mais bon, la chaîne L'équipe parle aussi catch, donc ça fait plaisir d'être au sein de cette chaîne. Et puis régulièrement aussi pour les pages sport dans la matinale CNews depuis 4 saisons. Donc un lever très tôt vers 3h30 pour être à l'antenne à 5h55. Ça réveille, ça pique, ça fait du bien. Et voilà, et en effet, je suis en télé depuis 2007, TF1, LCI, après C8, il y a eu, voilà, je fais mon petit bout de chemin, mais donc j'ai une vision un peu globale aussi de tout ça et pas mal de l'intérieur. Et toi, tu es fan de catch depuis quand? Bah, en fait, tout petit, j'avais quoi, 5-6 ans, le catch des années 90 sur Canal+. Mon grand frère, donc Roméo, qui est à 2 ans de plus que moi, qui matait le catch les mercredis après-midi, qui s'est mis avec l'arrivée petit à petit d'Internet, de trouver des liens dans France entière avec d'autres fans de catch et donc commander aussi des VHS. Et oui, l'époque des magnétoscopes aux États-Unis et dans le monde pour pouvoir s'informer, comprendre qu'en fait, on n'était pas du tout en temps réel avec le catch depuis la France à ce moment-là. Il n'y avait pas Internet et donc on voyait tout avec du retard, mais c'était très très cool de pouvoir commencer de partager comme ça. Donc je suis né avec ce catch-là, ce catch des bushwalkers, des headbangers, ce catch des tout débuts 97 Survivor Series, peut-être de The Rock, Rocky Maivia à l'époque. Moi j'étais très Bret Hart. Lui était Shawn Michaels, donc il y avait tout ça, petite rivalité familiale et tout, voilà tout ça. Donc je suis né avec ce spectacle, ce show incroyable qui nous fait rêver tout simplement. Qui nous faisait rêver. C'est peut-être un mot-clé qu'on va mentionner un petit peu plus tard. Et donc, chemin faisant, tu commences ta vie professionnelle médiatique, sportive, mais tu continues à suivre un petit peu le catch. Au début, on va dire dans les années 2000, donc de 2000 à 2010, tu as continué à suivre le catch. Est-ce que tu as perçu déjà, toi, un changement, soit dans la manière dont on te présentait le catch, soit dans la manière dont toi, tu le consommais? Moi, c'est vrai que je le consommais donc en tant que petit frère à côté de mon frère complètement fan, encore plus que moi. Donc moi, je me suis pris de passion pour certains catcheurs, pour certaines histoires, pour certains rôles. Pour ma curiosité a fait aussi que je voulais savoir comment il faisait tout ça, comment c'était possible. Mon frère s'est mis à vouloir faire du catch aussi, donc j'ai encore plus suivi le truc. Mais j'ai vu les évolutions dans le sens où moi, d'un côté, moi, je me suis mis à faire du foot à très haute dose avec sport-études, 2 entraînements par jour. Donc, je me suis un peu détaché vraiment du catch au jour le jour, être à fond dedans, à regarder 4 heures de catch sur VHS ou puis Internet tous les jours. Donc, j'ai regardé ça avec un œil un petit peu plus extérieur, mais tout en restant fan de certains catcheurs, etc. Et j'ai vu le tournant déjà entre l'attitude era et puis un catch un peu plus familial qui est arrivé. Moi, ça m'a un peu moins plu parce que j'aimais le côté ultra spectacle, ultra retentissement, etc. Et donc, j'ai vu le catch un petit peu changer dans ces années-là pour revenir à un catch un peu différent ensuite. Mais donc, j'ai vu les évolutions, voilà, qui avaient aussi leur raison d'être par rapport à une télé beaucoup plus familiale. Avant, on avait Ken le Survivant, Dragon Ball Z à la télé. Aujourd'hui, il nous faut des trucs ultra
ultra lisse, ultra plat et pas un mot plus haut que l'autre. Sinon, on a l'impression qu'on va faire une génération de demeurés et de dégénérés. Je crois que c'est pas vraiment le cas, mais bon, en tout cas, c'est la réalité, quoi. Et toi, alors, l'essence du débat, c'est vrai que aujourd'hui, le catch n'a jamais été aussi peu populaire aux États-Unis. Parallèlement à ça, on ne peut pas tirer de conclusion sur les différents marchés, que ce soit européen, japonais, Amérique du Sud ou Amérique centrale avec le Mexique, parce qu'il y a beaucoup de cultures et aujourd'hui, le monde médiatique fait qu'on peut consommer le catch de manière tout à fait différente de la manière dont on le consommait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a presque 30 ans. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'avant, tu mentionnais l'Attitude Era. L'Attitude Era, ça a été cet énorme boom de la fin des années 90 qui a créé un vivier absolument exceptionnel en quantité de fans de catch qui suivaient tantôt la WWE, tantôt la WCW. Et depuis la disparition de la WCW fin mars 2001, eh bien, on se rend compte que, il y a eu quelques transfuges de fans qui ont basculé vers la WWE, mais surtout, il y a tous ces émules qui étaient créés par la guerre WWE-WCW qui ont quitté, on va dire, la passion du catch parce que il avait plus ce petit truc qui était, c'était vraiment dans la pop culture, quoi, d'être fan de catch. À partir du moment où la guerre a disparu, c'était moins excitant. Donc déjà, il y a eu un grand pan des fans de catch qui ont disparu. Et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui en 2020, eh bien, année après année, les fans de catch ont arrêté de suivre la WWE. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont arrêté de suivre le catch, parce qu'il y a eu des alternatives on va dire plus spécifiques qui ont toujours subsisté au fil des années, avec l'arrivée de la AEW aussi il y a un an, qui a permis aux fans qui avaient quitté le catch de revenir. Mais parallèlement à ce déclin, ce très très fort déclin, aujourd'hui il y a moins de 2 millions de gens qui regardent Raw, alors qu'il y a 20 ans on était sur du 6 millions, donc c'est vraiment divisé par 3. C'est assez, en termes de business, c'est dramatique. Je parle bien de business, l'attrait du business, pas la rentabilité, parce que ça c'est encore très différent. Mais parallèlement à ça, on se rend compte que, eh bien, comme tu l'as dit, au même titre que les médias, la télé et tout ça est de plus en plus lissé, aujourd'hui on a un catch qui est présenté de manière beaucoup plus sportive, athlétique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux évolutions finalement ne se sont pas desservies mutuellement? C'est-à-dire que peut-être la question que je soulève aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait revenir à un côté plus léger, moins sportif pour attirer le spectateur lambda? Parce que Roméo, toi ou moi ou tous les fans qui regardent la clinique, il ne faut pas oublier qu'on est des vrais passionnés, des initiés, on comprend tous les codes, mais on n'est absolument pas représentatif du public qui devrait être visé par la WWE quand on veut faire de l'audience. Donc, c'est cette question. Et toi, au niveau du sport, ce qui est très intéressant aussi, en tout cas ça c'est mon point de vue extérieur et non pas professionnel du sport, c'est que je vois que parallèlement à ce catch qui devient plus sportif, je me rends compte que sur les 10-20 dernières années, le sport est devenu beaucoup plus spectaculaire à travers le monde. Ce sport spectacle, il existait aux US depuis quasiment toujours, mais c'est vrai que quand tu allais à un match de foot à la fin des années 90, c'était un match de foot. Quand tu vas à un match de foot aujourd'hui, il y a tout un enrobage spectaculaire. Et la question que je voudrais te poser maintenant, c'est est-ce que c'est que mon ressenti ou c'est quelque chose de véridique que l'on retrouve dans la manière dont on traite et dont on gère le sport? Moi, j'ai l'impression, alors déjà, plusieurs choses, en effet, que tu as soulevées hyper intéressantes. C'est que déjà, quand les gens ils vont au foot aujourd'hui, comme ils payent, ils ont l'impression qu'ils méritent qu'il y ait un 5+4. Donc, ils veulent du spectacle. La NBA, pour moi, il est pour beaucoup aussi là-dessus parce que c'est vraiment un sport-spectacle à part entière qui a réussi à mêler les deux. Mais ce que je veux revenir, moi, c'est sur le processus médiatique d'abord, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le terme de dire la popularité du catch a baissé. Oui, les audiences, elles baissent. Mais pour moi, c'est dû à la fin et à la mort du média télé en tant que tel, et non plus à la baisse de popularité. Oui, le système économique, il change, et moi, je le vois, ça fait 13 ans que je suis en télé tous les jours, et en fait, c'est très clair. C'est-à-dire qu'avec Internet, les gens, ils ont accès à tout, où ils veulent, quand ils veulent. Donc, quand ils allument leur télé, ils ont envie de la même chose. Et nous, par exemple, la chaîne L'équipe, dans notre émission foot, on nous dit, vous parlez trop de l'OM, vous parlez trop du PSG. Ok, pas de problème. Donc, en effet, il y a toujours, dans l'émission qui dure 2h15,
chaque jour quasiment, mais c'est l'actu qui fait ça aussi, un thème OM ou un thème PSG, et on nous le reproche. On dit, oh, vous parlez pas de Guingamp, vous parlez pas de Brest, vous parlez pas de ceci, cela. Le problème, c'est que quand tu es sur un média traditionnel grand public, et comme tu le dis, c'est ce que doit viser la WWE, eh bien, dès que tu sors de thème grand public, donc on va se mettre à parler de pourquoi, là aujourd'hui, par exemple, en actualité, il y a pourquoi Nice a pris 6 buts en Coupe d'Europe. Si on rentre dans le détail d'un club comme Nice, pourtant assez populaire, voilà, mais correct, eh ben, on va le voir direct sur les coupes d'audience grand public. C'est une chute, voilà, c'est terrible. Donc on va le faire avec parcimonie parce qu'on a cette éthique et on le veut, mais au niveau rationalité, au niveau rentabilité, c'est très dangereux. Et ça, de l'extérieur, c'est très dur de s'en rendre compte et c'est compliqué et c'est agaçant en tant que fan parce que, en effet, nous, on peut avoir accès via Internet à des niches, à tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le premier point, en effet, où la télé, malheureusement, doit être absolument très grand public pour ratisser le plus large possible et faire rester à des audiences acceptables. Donc pour moi, la chute de la WWE, c'est maquillé par Internet. Tu parlais d'ailleurs non pas de rentabilité mais de popularité parce que si aujourd'hui le main event ils le mettent sur internet sur YouTube en fait ils vont faire 4 millions 5 millions de vues en rapport aux 2 millions de téléspectateurs on va dire il n'y a aucun problème. Donc c'est ce mélange, pour moi c'est la fin de la télé comme on la connaît, ça y est 2020 et aujourd'hui il faut tout mélanger. D'ailleurs en 2020 je comprends toujours pas qu'en France par exemple les audiences box Internet et juste télé classique ne soient pas mélangés. Le lendemain, c'est des annonces d'audience, encore une fois, télé et box parfois, même pas tout le temps. Donc on est sur un monde de calcul de l'audience qui est archaïque, avec aujourd'hui un système général qui est mondialisé, qui est total. Limite, il faudrait prendre les audiences mondiales aussi. Parce que les gens se connectent de partout, voilà, les Français sont dans le monde entier, etc. Donc par rapport à ça, c'est ça où je suis moins négatif que toi, dans le sens où pour moi, il y a encore plus de fans de catch qui sont touchés aujourd'hui en fait, et qui suivent le catch qu'avant, même si avant c'était 6 millions de téléspectateurs et qu'aujourd'hui c'est 2 millions. J'ai vraiment cette certitude. Alors, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui suivent, mais la manière de le consommer aussi sur YouTube, c'est une manière qui ne t'engage absolument pas psychologiquement. Donc, Ouais. tu peux avoir un petit attrait, genre effectivement, la chaîne de la WWE, je crois qu'elle est dans le top 10 des chaînes mondiales, hein, avec 54 millions d'abonnés. Ouais. Donc, effectivement, bon, après, il y a une grande partie avec l'Inde et autres, et ça s'explique aussi. Mais comment ça s'explique? Tu as le droit d'aller prendre tes abonnés là où tu veux? Non, évidemment. Mais je veux dire, avec 1,4 milliard de consommateurs potentiels en Inde, ça permet aussi de grossir les chiffres. D'ailleurs, dans le top 10, je crois qu'il y a 3 chaînes indiennes, tout simplement. Parce que voilà, c'est ils ont été sur les bons marchés, on va dire. Ils ont été chercher les bons marchés. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, effectivement, il y a beaucoup plus de monde qui consomme le produit. Mais comme la WWE reste un business avant tout, enfin comme tout le monde qui fait quelque chose, et c'est peut-être pour ça qu'on parle toujours des audiences télé, c'est que on peut, ça c'est ma vision, peut-être que je me trompe, mais on peut aussi mesurer la vraie pertinence d'un produit et le vrai succès d'un produit à la manière dont il y a une transformation du spectateur gratuit en spectateur payant, notamment avec le network. Et c'est vrai que même si la WWE a des audiences qui montent, enfin je veux dire à chaque réunion d'actionnaires tous les trimestres ou tous les ans, et même dans leur communiqué de presse, ils mettent beaucoup l'accent sur les chiffres YouTube, etc. Mais ça ne se traduit absolument pas par un transfert de la consommation vers une consommation payante. Et les chiffres du network sont presque les mêmes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans, alors que la chaîne YouTube, par exemple, il y a 5 ans, n'était, je dis n'importe quoi, n'était peut-être qu'à 20 millions d'abonnés. Donc il y a aussi un problème là-dessus. Et avant, tu parlais justement des audiences françaises qui, pour toi, sont faites de manière archaïque parce qu'on se focalise que sur les audiences télé. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'on va se focaliser sur les audiences qui génèrent de l'argent? Je m'explique. SmackDown sur la Fox, c'est un contrat à 205 millions de dollars par an plus 255 millions de dollars par an
sur 4 ans, ce qui fait que sur 4 ans, la valeur, en tout cas signée et contractuelle de SmackDown sur la Fox pendant 4 ans, ça va être $1 milliard. Quand on regarde sur le bilan C'est la annuel. Ligue 1 en France. C'est le prix de la Ligue 1 en France, en gros. D'accord. Et aux États-Unis, dans le bilan de la WWE, tous les revenus générés sur les réseaux sociaux, c'est sur un bilan annuel qui frôle le $1 milliard aussi en termes de chiffre d'affaires. Les vues, l'argent généré sur YouTube par les 53-54 millions d'abonnés, c'est à peine une virgule, quoi. On est sur quelques petits millions de dollars qui, dans l'analyse bilancielle, en fait, c'est même pas la peine de. Ça ne pèse rien du tout. Donc, se focaliser sur les audiences Internet d'une manière, oui, mais d'une autre manière, finalement, pourquoi se focaliser sur un truc qui n'existe pas économiquement? Ça rapporte rien. Ouais, c'est clair que ça rapporte pas grand-chose comme ça. Après, moi, ce dont je parle pour calculer les audiences, c'est plus les gens qui se connectent sur du streaming, mais du légal, etc., qui suivent le truc sur le site de la chaîne, etc. Et ça, c'est pas pris en compte. Mais après, il y a une vraie bascule qui est totale. Et là, tu as raison. Et on est face à un point d'interrogation. Mais il y avait un peu le même point d'interrogation quand on a commencé à télécharger des MP3 et à se dire l'industrie de la musique, elle est morte. 20 ans plus tard, l'industrie de la musique, elle va bien. Il y a des plateformes comme Spotify, Deezer, etc. qui vivent. C'est peut-être pas le top pour les artistes, mais il y a encore des gens qui se gavent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est aussi. Alors moi, j'ai 35 piges. On est aussi avec une génération montante qui est la génération du picorage. Et qui, en fait, moi je le vois, j'aime bien Instagram. Je suis beaucoup la WWE sur Instagram, et comme je suis, Instagram m'en propose plus. Et en fait, je me rends compte que je fais que de regarder des vidéos de 30 secondes ou des highlights. Et donc, pour moi, on est vraiment cette génération. Je le vois avec le foot, je le vois avec le basket, qui sont mes deux sports préférés, on va dire, faut que je suis plus. C'est que de plus en plus, en fait, 90 minutes de match de foot, les gens s'en cognent et disent de toute façon c'est chiant, parce qu'ils veulent même plus regarder la tactique, le physique, ce qui se passe. Ils veulent voir génération YouTube, génération highlights. Ils veulent voir des passements de jambes, des dribbles et du spectacle. Donc la NBA a très bien fait ça, puisque ils mettent en avant les dunks, les chocs, les duels, etc. de façon magistrale. Ils ont réussi à se réinventer dans la bulle avec le Covid assez vite par rapport à d'autres sports où d'ailleurs on voit le foot n'y arrive toujours pas. Il n'y a même pas d'ambiance télévisuelle dans les stades en dehors de la Ligue des Champions. Donc, on est face à un produit qu'eux arrivent à vendre par picorage à cette génération, sans forcément, comme tu le dis, le rentabiliser fortement par rapport au prix des droits télé, mais ils arrivent au moins à créer un truc en plus. Parce que les droits télé, c'est mignon. Les droits télé, c'est beau. Les droits télé, c'est SmackDown de 155 millions. La Ligue 1, c'est 1 milliard à l'échelle du contrat, un peu plus d'1 milliard à l'échelle du contrat total. Et en fait, on se rend compte que c'est des contrats qui sont jolis, qui font plaisir à tout le monde, qui sont beaux dans la presse, mais qui sont pas viables. Donc en fait, c'est toute une économie qui est totalement bancale, et on se gargarise de ça. Quand SFR RMC rachète la Ligue des Champions en foot, en fait, c'est à perte, puisque derrière, ils sont obligés de virer je ne sais combien de personnes sous couvert de Covid quelques années après, parce qu'ils ont acheté trop cher la Ligue des Champions et la Première Ligue, et que c'est impossible de rentabiliser en fait un produit acheté trop cher, que la Ligue 1 aujourd'hui, les Chinois et les Espagnols de Mediapro n'arrivent même pas à payer la deuxième tête, parce qu'en effet, ils ont acheté trop cher et que c'est pas rentable, et qu'il faudrait 3-4 millions d'abonnés à leur formule pour être rentable, et que c'est impossible, on le sait. Canal a mis 25 ans à avoir 5 millions d'abonnés avec du cinéma, du rugby, du foot, etc. Donc, impossible d'avoir 4 millions d'abonnés juste sur le foot Ligue 1. Donc, moi, la formule que promeut la WWE et le catch, finalement, c'est vous aurez du spectacle par petits bouts en ligne, mais ceux qui veulent vraiment suivre le contenu, il va falloir payer, il va falloir suivre ça vraiment à la télé. Pour moi, ils sont pas obligés de payer, parce que Raw le lundi, NXT le mercredi et SmackDown le vendredi, ça reste gratuit. Ça reste gratuit, mais ça reste ça a le mérite de comment dire. Là, on est en 2020. La WWE, ils ont signé leur contrat jusqu'en 2023.
fin 2023, donc renouvellement à l'automne 2023. Donc, a priori, les négociations vont commencer fin d'année prochaine, début 2022. Là, comme tu l'as dit, le système est bancal parce que Fox, quand ils vont se poser la question dans un an, est-ce qu'on renouvelle ou pas, est-ce qu'on leur refile 1 milliard sur 4 ans, ils vont regarder les audiences. Ils vont voir que les audiences sur lesquelles ils avaient estimé visiblement un peu maladroitement la valeur du produit lorsqu'ils avaient négocié en 2016-2017 pour le lancement en 2019, les audiences étaient 3,5 millions. Aujourd'hui, on peine à dépasser et à être maintenu au-dessus des 2 millions. Donc Fox va regarder les chiffres, ils vont se dire ah oui, bah alors il suffit de faire une règle de 3 pour se dire que le million, bah déjà ça va devenir le milliard, ça va devenir déjà que 600 millions. Donc mais alors juste par rapport à ça, mon point de vue télé, c'est de dire aussi qu'en effet, il y a ces chiffres très valorisants pour les sports qui sont mis en avant, mais il faut certes compter l'audience là-dedans et les abonnés et dire est-ce que c'est rentable, mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que les chaînes, elles s'achètent une image, elles s'achètent une force de frappe, elles s'achètent aussi des téléspectateurs pour l'émission d'avant, l'émission d'après. Donc, il y a quand même un truc un peu plus global que ça. Même si RMC, SFR se sont payés la Ligue des Champions, la Première Ligue à perte, ils se sont offert aussi un formidable coup de pub. TF1 achète chaque gros événement sportif aussi, que ce soit handball, foot, etc., un peu à perte, légèrement à chaque fois, la Coupe du Monde, etc. Mais en effet, c'est leurs meilleures audiences annuelles aussi. Donc, c'est pas forcément le cas du catch sur Fox, etc. Mais voilà. Et après, quand je disais payant, c'est parce que moi, de mémoire aux États-Unis, en fait, dès qu'on voulait le moindre bouquet télé, etc., il faut déjà payer avec Internet chaque mois un bouquet total. C'est pour ça que je pensais à ça. Mais en effet, chaque chaîne n'est pas payante en elle-même. Quasiment pour tous. Mais justement, Fox ne fait pas partie de ces bouquets parce que Fox, c'est ce qu'on appelle un network. Donc, c'est l'équivalent de la TNT. Mais aux États-Unis, on sait que c'est très, très limité. Il n'y a que quelques chaînes, dont super. Fox. Donc, Fox, c'est vraiment dans quasiment tous les foyers où on est à 115 millions. C'est le minimum du minimum. Ma question, c'est, selon toi, parce que peut-être que ça s'applique aussi à la manière dont le catch négocie ses contrats de manière, entre guillemets, sportive, c'est au-delà du coût de pub qui peut être rentabilisé par la consommation d'autres produits, par exemple pour SFR, plus de box internet, plus d'abonnements téléphone, etc. Qu'est-ce qui fait que selon toi, les prix sportifs télé sont négociés trop haut par rapport à leur réelle valeur? C'est négocié trop haut parce que aussi en fait il y a une explosion, il n'y a pas de plafond salarial, il n'y a pas de plafond dans ces sports-là et donc il y a une explosion, enfin il y a une anticipation de l'explosion pour moi. C'est-à-dire que la Ligue 1 a ramené Neymar ou Mbappé et à Mbappé par exemple, je parle de foot, c'est le parallèle un peu plus très populaire et en fait ils se disent Mediapro, bah là on les a eux et on aura encore mieux après. Donc en fait, c'est presque une financiarisation du sport télé par une approche spéculative, quoi. Oui, tout à fait. C'est spéculatif. Okay. Et en plus, il y a un autre truc, c'est qu'ils se donnent le rôle en fait de garant du maintien à très haut niveau de ce sport. S'ils rachetaient au rabais, déjà ça envoie les signaux que ce sport il est sur la pente douce. On l'a vu en Angleterre, ce sont les droits télé et les télés donc qui ont fait de ce championnat le premier championnat au monde. C'était pas le cas il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est la première ligue partout. Moi, personnellement, j'estime que tactiquement ou parfois même techniquement, c'est pas forcément les meilleurs matchs à chaque fois. Mais ils ont réussi, grâce aux droits de télé, à créer un championnat avec 4, 5, 6 grandes équipes, alors qu'ailleurs, il y en a 1, 2, 3 maximum, tout simplement grâce aux droits télé. Donc, en fait, ils se sont tous rendus compte qu'ils avaient un intérêt à y gagner. Jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça peut exploser par rapport aux résultats, aux ratés de recrutement, parce que le sport est instable, catch, basket, tennis, que vous voulez. Il y a cette incertitude qui fait la magie justement du sport et c'est pour ça que les gens regardent aussi assidûment. Mais du coup, c'est vraiment ces télés qui ont créé ces sports-là et qui les ont mis tout en haut. Et en effet, d'une façon ou d'une autre, avec les GAFA, peut-être que la WWE continuera d'aller chercher encore plus d'argent différemment, mais pour montrer et pour asseoir son statut pour moi. C'est une question d'image, de statut et aussi de développement, parce qu'en fait, quand on touche plus d'argent des droits, quand on est ne serait-ce qu'un petit sport, tout d'un coup, on peut avoir accès
à de meilleures choses, quoi. C'est la banque qui te file l'argent, quoi. Tout d'un coup, c'est tombé du ciel. Alors, deux questions. La première, c'est que est-ce que dans le sport, tu as l'impression qu'il y a une anticipation comme moi je le sens à la WWE, c'est-à-dire que la WWE récemment, je ne sais pas si tu as vu, ils interdisent à leur, enfin, pour faire grossier, hein, parce qu'il y a des détails comme ça, mais ils interdisent à leurs catcheurs de gagner de l'argent avec Twitch et certaines plateformes. Donc on voit vraiment que non seulement ils essayent de contrôler beaucoup de choses, mais ils essayent aussi de ne pas mettre forcément tous les œufs dans le même panier, parce que je pense, et évidemment ils ne sont pas bêtes, ils savent qu'avec les audiences qu'ils permettent aux chaînes de faire, ils savent que les chaînes ne pourront plus vendre aussi cher leurs pubs. Et donc, après, il risque d'y avoir un retour de bâton avec les chaînes qui leur disent « Vous n'êtes plus aussi rentable, donc on vous donne moins de sous. » Donc, ils essayent de chercher les sous ailleurs, comme tu le dis. Est-ce que c'est une sorte d'anticipation que tu vois dans le milieu sportif? Et autre question, plus catch maintenant, sur l'équipe. Avec l'équipe qui diffuse la WWE le samedi soir depuis presque 2 ans, je crois. Là, pendant la pandémie, ils ont passé beaucoup de WrestleMania, des Royal Rumble aussi, etc. Est-ce que toi, à l'équipe, tu parles de catch et quel est l'avis des gens sur le catch aujourd'hui? Est-ce que c'est un avis sportif, spectaculaire, un peu des deux? Alors, je réponds à cette première question. On revient sur la première après, qui est un peu plus longue. Donc, moi, sur le catch, donc je suis arrivé début août pour l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'équipe. Et donc moi, en effet, ces derniers mois, j'avais sur ma chaîne YouTube, j'avais interviewé Drew McIntyre, j'avais fait Sheamus aussi. Voilà, donc j'avais repris un peu goût à des discussions catch avec des grands sportifs. Et très vite, en fait, au bout de quelques jours, il y a le Covid, etc. Mais j'étais à la rédaction plus que maintenant où il y a pas mal de télétravail. Et j'ai entendu des punchlines de catch, j'ai entendu des par-dessus à troisième corde. Et je me suis dit, mais là, on est dans un truc où il y a quasiment que du foot, d'où ça sort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui aimaient le catch, des années 2000, ils sont un peu plus jeunes que moi, et qu'en fait, ils étaient ravis déjà que la chaîne propose cette vitrine catch. Et qu'en fait, il y en avait plus qu'on ne le pense. En France, on est un peu inhibé, on a un peu de pudeur peut-être, et beaucoup de gens donc kiffent le catch, pas secrètement, mais voilà, avec leur téléphone, c'est leur moment à eux, et pas besoin d'en parler vu que le catch est pas très bien vu, pas bien compris du tout en France, et donc voilà, ils savent pas forcément trop avec qui partager. Donc moi, ça m'a fait sourire de voir ça, et que même dans la rédaction assez jeune de la chaîne L'équipe, hein, je parle vraiment, moi je suis à la chaîne L'équipe qui est indépendante, qui est à son étage et qui travaille voilà, avec quelques dizaines de personnes. Et ben en effet, ça arrive de parler catch et de sourire catch et de voir quelqu'un arriver, ah tiens, il ressemble à tel catcheur, ou ah t'es une référence à Hulk Hogan, des trucs comme ça. Il y a vraiment une culture populaire quand même catch parmi cette génération de 20 à 40 ans, quoi. Et si tu le sais, dans la manière qu'ils ont d'appréhender le catch, est-ce qu'ils le regardent comme une compétition spectaculaire que l'on sait prédéterminée, ou est-ce que justement ils le consomment toujours comme nous on pouvait le consommer il y a 10, 20 ou plus, c'est-à-dire de manière entre guillemets avec le cerveau éteint, proposez-moi un truc un peu flashy, un peu sympa, et je kiffe sans trop réfléchir, parce que c'est un des travers du catch actuel que je dénote, c'est que les gens, enfin en tout cas la WWE, de la manière dont ils veulent présenter leurs produits, c'est ils se posent beaucoup trop de questions en se disant qu'il faut apporter une réponse spécifique à toutes ces fausses questions qui se posent pour arriver à maintenir une crédibilité et une légitimité dans l'esprit des gens qui regardent le produit. Mais si les gens regardent le produit à travers les mêmes yeux que nous avions il y a 20 ans, c'est-à-dire je lance du catch, je m'en fous, je kiffe, ça fait de mal à personne et je me pose pas 1000 questions, au même titre que moi, je peux regarder des émissions ou d'autres sports ou d'autres sujets de manière totalement superficielle. Est-ce que c'est pas là où un petit peu il y a une déconnexion entre ce qu'ils s'imposent à eux et la manière dont le public regarde vraiment le truc? Alors, j'avoue que moi, je suis moins au fait que toi sur
qu'ils s'imposent, la façon dont ils veulent créer leur show, etc. Mais moi, mon ressenti et mes discussions, etc., du fan peut-être un peu plus de base, etc., c'est de se dire, non, nous, on veut juste vivre des émotions, on veut juste kiffer, on veut juste que le commentateur il nous transmette aussi quelque chose, non pas justement comme le foot en France où c'est parfois beaucoup trop plat. On veut vivre un moment. C'est ça. Et après, on passera à autre chose. Et de toute façon, il y a autre chose qui balaye. Et il y a un autre sport ensuite à la télé. Et il y a un autre drame, un fait divers. Donc, on est tellement dans la génération picorage et surtout instantanéité. Un truc balaye un autre. Ah, tiens, il y a des insultes sur Twitter. Ouais, 10 minutes plus tard, on passera à autre chose. Ce sera plus en trending topic. Donc, en fait, je pense vraiment que non, aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est vivre un truc. Moi, quand AJ Styles était contre l'Undertaker, leur dernier combat, je me suis dit, tiens, la WWE m'a fait vivre un truc. Voilà, j'ai vécu comme une série Netflix, en fait. C'était une bonne série Netflix. Et après, je passe à autre chose. Avant, il y avait moins aussi partout de choses proposées, il y avait moins de contenu. Donc, peut-être qu'en effet, ce qu'ils proposaient restait un peu plus dans le temps. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que voilà, cette culture de l'instantanéité, malheureusement, on travaille toujours autant pour créer un produit, mais il est beaucoup plus éphémère. Bon, c'est bien, c'est mal. En tout cas, c'est la réalité du moment. Est-ce que tu penses que justement l'instantanéité empêche d'avoir des émotions? Parce que pour avoir des émotions, faut quand même être un tout petit peu investi psychologiquement dans ce que tu fais ou ce que tu regardes. Et si ça dure que quelques instants, est-ce que tu penses qu'on est capable de voir qu'il y a des émotions qui sont générées ou justement le picorage empêche cette émotion? Je pense qu'en fait, c'est très compliqué ça empêche l'émotion dans un sens où ceux qui ont vu la création d'une histoire, pour par exemple le combat final de catch entre deux catcheurs qui sont pleins d'animosité depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Celui qui suit vraiment, il va avoir vu monter le truc chaque semaine. Il va avoir vu même sur les réseaux sociaux la feud monter, les histoires, les petits trucs, les petits clashs. Et puis il y a celui qui va avoir raté les trois quarts et qui va juste vivre le show au moment T parce qu'il aura allumé en plus la télé presque par hasard, et qui va aussi vivre lui un moment. Et c'est là où comment contenter tout le monde. Il y en a un qui va voir toutes les subtilités et l'autre non. Et c'est le problème de, comme on y revient, à faire une télé grand public ou à faire un show grand public et à capter tout le monde. Moi, je pense que chaque personne doit juste y trouver son compte. Moi, quand je regarde un match, ça m'est arrivé d'aller au stade. Je suis plus supporter, je suis pas supporter, mais à l'inverse, je me focalisais sur un joueur en me disant, putain, comment il joue lui? Ah ouais, le positionnement des jambes, l'attitude physique, l'attitude corporelle, les mots, etc. Et je regardais mon match à travers ce prisme-là. Il y en a qui vont regarder le match à travers le prisme. J'ai l'œil, je regarde tourner vers les supporters et je kiffe parce que les supporters, ils crient, ils chantent et ils mettent l'ambiance. Et d'autres qui vont être bloqués sur un seul joueur parce qu'il est recruteur. Donc chacun a son prisme aujourd'hui. Et en fait, comme tout le monde peut le partager, en faire part aussi via les réseaux sociaux, tout le monde peut le dire publiquement. Bon, on se rend compte qu'il y a en fait une multitude de façons de voir le sport. Et le catch, en fait, tu me dis qu'il se creuse beaucoup et peut-être trop la tête pour faire un contenu. Mais je pense que c'est juste qu'ils veulent répondre un peu à tout ça, à tout le monde, et essayer de contenter tout le monde, ce qui est impossible. Ouais, mais alors peut-être, enfin, moi c'est une question que je soulève, c'est la question du toi, débat. Toi, t'es un déçu du coup. Pardon ? Toi, t'es un déçu du coup de l'époque. T'es un déçu de. Alors j'essaye de pas. J'essaye d'objectiver ma pensée parce que j'ai aussi conscience que, et ça je l'ai vu dans les commentaires quand je fais des reviews de vieux shows de 2010 par exemple, enfin de vieux shows. Pour moi 2010 ça faisait déjà très longtemps que j'avais entre guillemets trop vu de trucs, et puis j'avais aussi comme Roméo commencé le catch en 2007 et j'avais intégré le métier en 2004 en tant qu'arbitre aussi. Donc une fois que tu es dans le métier aussi, il y a moins d'émotions, et puis tu as un œil plus technique et plus connaisseur qui fait que tu n'as plus la superficialité qui faisait que tu pouvais avoir des émotions. Mais quand je voyais dans les commentaires de show de 2010 où les gens disaient « Ah, punaise, 2010, c'était quand même la bonne époque, etc. » Et moi, je me dis « Bah ouais, en fait, moi, en 2010, ça faisait déjà très longtemps que c'était
plus du tout la bonne époque, mais en 2020, les gens disent que 2010 c'était la bonne époque. Donc moi, même si je suis un déçu, enfin pas un déçu, mais je regrette de manière nostalgique la Monday Night War et compagnie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un petit abonnement payant sur la clinique où les gens peuvent revivre tous les Raw, tous les Nitro, tous les pay-per-view en vidéo privée exclusive. Ça, c'est purement par bonheur personnel. Mais j'ai aussi conscience que en 2030, il y a très probablement les jeunes fans de catch qui vont dire putain, quand même 2020 avec Roman Reigns et compagnie, c'était autre chose et tout. Donc, même si je suis un déçu de l'époque, je sais que c'est une déception qui est totalement subjective et qui ne reflète pas la réalité de la manière dont les gens vivent le catch aujourd'hui, de la manière dont ils l'ont vécu il y a 10 ans. Parce que je pense que oui, bah on est des vieux cons, surtout moi, mais je pense que c'est aussi simplement la manière dont on vit les choses et que ce qu'on a connu entre 12 et 20 ans, ça restera un truc qui est cristallisé dans notre ADN pour tout le reste de notre vie et de manière totalement subjective. Tu as carrément raison là-dessus et tu vois, et je refais le parallèle parce que voilà, encore une fois, je suis différent de toi, on a chacun nos vécus et tu l'as dit, c'est que aujourd'hui, moi, quand je parle de foot à la télé, sur les réseaux, je vais analyser un match du PSG, on va me dire ah mais t'es un pro parisien, t'es supporter du PSG. Je fais des vidéos sur l'OM parce que j'ai des infos. Certains me disent ah mais t'es pourri, t'es pour l'OM, etc. Ou à l'inverse, ah mais comment un Parisien peut faire une vidéo sur l'OM? Les mecs n'ont rien compris en fait. C'est que quand j'étais petit, en effet, j'ai aimé avec mes yeux d'enfant le foot, le catch, etc. Pour moi, le foot, c'est la magie de Roberto Baggio. C'est un artiste comme j'en ai rarement vu. C'est Ronaldo R9 et non pas Cristiano Ronaldo. Mais c'est mon prisme à moi. Et aujourd'hui, et encore plus depuis 2007, quand vraiment je suis arrivé en télé et que j'ai compris le milieu du foot, les agents, les directeurs sportifs, que je suis rentré en relation avec ces gens-là, que j'ai compris le milieu de son intérieur, j'ai plus de supporterisme du tout. C'est terminé. Voilà, je vais au match différemment, je pense à autre chose. Je peux vivre des émotions, je kiffe les clubs français en Europe et tout. Mais en fait, quand on est supporter, on peut pas comprendre ce prisme-là ou le côté aussi ancien combattant qu'on a à dire moi, je kiffais le foot des années 90. Attends, la Coupe du Monde 94 a été pourrie. Non, moi j'ai surkiffé la Coupe du Monde 94. Mais c'est tellement particulier d'avoir un affect, cet affect-là, que je comprends tout à fait toi vis-à-vis de 2010. Moi aussi, pour moi, 2010, ça y est, ça commençait à vraiment se retourner. C'est nice now quand même. Ouais. Ouais. Mais même en parlant catch, en effet, tu as raison. Ou 2010, moi, ça y est, ça a été comme une rupture où j'ai commencé à tourner la page du catch avant de me dire non mais je peux pas la tourner complètement et je continue à suivre, etc. On va picorer différemment, mais puis j'avais moins de temps, etc. Mais en effet, je te rejoins là-dessus. Je continue de suivre, je continue de voir Roman Reigns, etc. Mais moins d'affect, des émotions différentes. C'est pas une surprise si je t'ai cité AJ Styles, Undertaker tout à l'heure parce que finalement en fait je reviens à mes ancêtres, à l'Undertaker, alors que j'aurais pu passer, ça y est, c'est fini. Non, je suis content en fait de le revoir une dernière fois. Voilà, ça fait appel à il y a 20 ans, à 25 ans et à 30 ans. Et voilà, on est à fond en fait dans une certaine nostalgie permanente du c'était mieux avant, même si c'est compliqué de tenir ça aujourd'hui en année Covid, mais j'estime que pourtant le monde avance et fait des miracles chaque jour dans le côté positif. Mais alors, de nouveau, une réflexion et ensuite une question. Moi, quand j'ai regardé AJ Styles Undertaker à WrestleMania cette année, je me suis dit, putain, c'est incroyable ce qu'ils ont créé là, ce qu'ils ont monté. Et donc, de là, je me suis dit, en fait, même si je suis blasé, même si je suis un vieux con, qui arrive à objectiver sa nostalgie, etc., ça, c'était un exemple clair que la WWE, aussi blasée puis-je être aujourd'hui, a quand même réussi à me transmettre de vraies émotions. En février aussi, il y a eu un pay-per-view de la AEW, un match sur lequel je partais avec un a priori plutôt négatif parce que je suis pas vraiment fan de certains mecs qui, pour le coup, ne m'ont transmis aucune émotion. C'était une des plus belles émotions que j'ai eues depuis 10 ans. Et donc là, je me dis, c'est toujours possible. Mais c'est simplement que c'est maintenant fait d'une manière qui peut-être empêche presque de nous transmettre des émotions comme c'était le cas à l'époque. Voilà, comment ça fait d'une manière différente alors?
Bah, c'est que c'est la manière générale, l'aura générale, l'atmosphère, la manière dont on présente le catch, plus comme un sport et plus comme un. J'ai l'impression qu'on essaye de se légitimer, et ça va soulever la question Ouais. que je voulais te poser aussi après. Alors attends juste, c'est comme une série Ouais. Netflix. Quand tu arrives à la 12e saison, tout d'un coup, t'es lassé. Alors que c'est pourtant les mêmes personnages. Tu vois ce que je veux dire? Alors dans le catch, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où il y a quand même un renouvellement obligatoire de tous les personnages. Parce Complètement. que 10 saisons de Friends ou 9 saisons de Seinfeld, c'est vraiment des épiphénomènes, et c'est pour ça que ça fait partie des 10 plus grandes séries de tous les temps, parce qu'avec les mêmes mecs, ils ont su évoluer pendant 10 ans. Mais le catch, par essence, on peut pas, ça peut pas rester comme ça. Il va y avoir les main eventers qui vont rester en haut parce que c'est eux qui vont attirer le plus les audiences ou les clics. Mais en dessous, il y a 80% de la masse, ça va être les 80-20, les 80% de la masse que tu es obligé de renouveler parce que ça va apporter la diversité, Besoin et vital, ouais. ça va être l'enrobage chocolaté de ton donut. Mais ton donut, ça reste le donut que tu vas acheter et qui va être le main eventer. Et donc, l'approche plus sportive, ma question, c'est quand tu parles un petit peu de catch avec des gens qui soit sont néophytes, soit fans lambda ou voilà, superficiel. Est-ce qu'il y a toujours ce discours de chiquet et c'est pas du vrai, comme on pouvait beaucoup l'avoir il y a 20 ans, 25 ans? Si, ça reste encore quelque chose qui me revient souvent aux oreilles, Mmh. mais j'arrive pas trop à cerner quel est le profil type de ces gens-là. Est-ce que ça reste ces quinquas, sexagénaires qui connaissent rien du tout au sport et qui ne s'y intéressent pas, qui n'ont pas la curiosité du tout, Mmh. et donc, in fine, ils restent dans l'ignorance et font leurs remarques comme ils peuvent dire ah bah, le foot, c'est du pouce-ballon, ceci, cela. Ah bah, faut être grand pour jouer au basket. Bon, voilà, ça me touche plus trop. À l'inverse, quand, comme toi, mon frère s'est mis à catcher, là, j'ai eu beaucoup de remarques du genre chiquet, alors quelle est la réalité? Parce qu'en fait, on imagine beaucoup les catcheurs professionnels, mais le catch amateur ou semi-pro, on le visualise pas du tout en France, on comprend pas. Ou alors d'un côté clownesque ou rigolo, on comprend pas. Donc quand je montre une photo, bah, les ecchymoses, les brûlures, les bleus, la clavicule de travers, etc. Mais comment c'est possible? Il y a eu une erreur, il y a eu un problème. Bah non, le sport, le catch est un sport divertissement avec des cascadeurs professionnels incroyables et enfin, de niveau professionnel qui ont besoin d'avoir atteint un niveau professionnel pour ne pas justement se mettre en danger. Et donc, oui, je continue à entendre en France ce manque de culture générale, mais en fait, c'est aussi parce que pour moi, le catch doit être traité comme un sport et aussi mais dans un pays qui n'est pas du tout de culture sportive. En France, on aime l'équipe Bah, de on France de est foot quand elle extrêmement gagne. cartésien, c'est la philosophie, c'est les lumières, Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est un héritage qui est plus pragmatique que la frivolité du spectacle américain, quoi, où les gars, on est plus dans la consommation de la société. ouais, je comprends l'héritage, etc. Après, franchement, je n'irai pas chercher si loin. Pour moi, Ouais. c'est un manque de culture sportive, une certaine ignorance, un manque de curiosité, parce qu'en France, l'éducation est zéro à tous les niveaux, voilà, et que chacun doit s'éduquer par soi-même, et que au final, bah, on le voit, l'équipe de France de foot, elle est suivie que quand elle gagne, sinon elle est nulle. Même quand elle fait un match nul, ah, c'est honteux, etc. Le basket, on suit un petit peu quand la France arrive en demi-finale de championnat d'Europe ou de Jeux olympiques ou de championnat du monde. Le rugby, c'est pareil. Tous les sports, c'est pareil. Donc, en effet, quand on vous propose du catch, il y a déjà moins le lien de proximité. Alors, la WWE, depuis quelques années, a remis des catcheurs français dans le circuit, etc. Et ça peut aider à créer ça, mais médiatiquement, ça ne suit pas forcément. Mais il y a, moi, on m'a toujours appris ça en journalisme, le lien de proximité. Ton voisin, il meurt, ça te touche. Le voisin, le mec qui habite au bout de la ville que tu connais pas, ça te touche pas. Donc, encore plus quand tu es loin de tout ça. Donc, le lien de proximité avec le catch, il est difficile parce que c'est pas la culture française. Et en plus, on n'est pas un pays de sport du tout, du tout, du tout. Donc, c'est plus dur, on part de plus loin pour le catch. Mais aujourd'hui, ce qui a été fait quand même sur 20 ans, je trouve que c'est exceptionnel. Il y a cette vraie génération Internet qui, ça y est, s'en fout des a priori et qui comprend mieux les choses, qui est là.
Et donc oui, j'entends toujours ah mais c'est du chiquet, mais bon ça reste risible quoi. En fait, j'y prête plus trop attention. Donc pour moi, il faut laisser ce sport, enfin laisser ce catch traité comme un sport et voilà et avancer sans ceux qui sont pas dans la barque. Moi, je continue en effet. Quand j'ai diffusé des images de catch sur CNews, j'ai entendu même en interne, ah putain, t'as diffusé ça dans tes pages sport, mais c'est pas du sport. Bon, c'est quoi, on le met où alors ah ouais, non, mais c'est marrant, l'image a été ouf, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, comment il a fait pour pas se faire mal. Bon, ok, tu comprends rien au truc. C'est comme quelqu'un qui veut parler géopolitique, qui connaît pas la capitale du pays dont il parle. Bon, bah, en fait, t'es face à quelqu'un qui connaît pas du tout. Et voilà, ou comme ma grand-mère qui va me dire comment il a fait pour pas marquer. Bah ouais, mais c'est le foot, il y a des rebonds, il y a des aléas, il y a un défenseur qui revient. Bah voilà, c'est comme ça. Donc face à un peu l'ignorance, moi j'ai juste envie d'être dans le côté pédagogique et de dire ah bah tu ferais mieux de t'y intéresser et voilà et pour moi oui le catch doit être traité comme un sport. Alors traité comme un sport et présenté comme un sport parce que c'est toujours en début d'émission tu parlais du côté lycée du monde, enfin je veux dire à tous les niveaux, que ce soit politique, que ce soit dès que quelqu'un dit quelque chose tu ne peux et puis on sait très bien qu'entre ce qui est dit publiquement et ce qui est dit en off, aujourd'hui plus que jamais, c'est souvent l'opposé absolu. Mais le fait de présenter tout ça comme un sport, je vois un côté presque qui pourrait être contre-productif parce que tout le monde sait que le catch, c'est une activité sportive dont l'issue est prédéterminée. Tout le monde sait que, entre guillemets, c'est du faux. Et de vouloir trop le légitimer en tant que sport et non pas en tant que spectacle sportif, j'ai l'impression que les gens peuvent avoir le sentiment de, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque où maintenant on est sur Internet et on croit tout savoir sur tout, croire étant le mot-clé, les gens vont se dire encore plus, arrêtez de me faire croire que c'est un sport. Alors que si on embrassait de manière ouverte, sans arrière-pensée, le côté spectacle, peut-être que ça ne serait pas non plus incompatible avec le fait que les gens reconnaissent la réalité sportive derrière, tu vois. Moi, j'ai envie que ce soit traité comme un sport, tout simplement pour que ça ait plus d'aura, que ce soit plus visible et que ce soit partagé. Et c'est le partage qui fait aussi les émotions, parce que si on le remet à son côté théâtre, donc dans le sens organisé en amont, scénarisé, et le théâtre n'a pas sa place à la télé. Le théâtre n'a sa place que dans les théâtres. Vu par un certain nombre de personnes. Certes, il y a du monde dans les théâtres, mais c'est une minorité. C'est pas populaire, on peut dire ce qu'on veut. Malheureusement, voilà, c'est pas ultra populaire. Ça brasse pas des millions de gens. Une retransmission de théâtre à la télé, voilà. Donc c'est pour ça que je veux considérer ce sport spectacle comme un sport, parce que aussi, pour te donner l'exemple, il y a eu les finales NBA là récemment. Je savais à l'avance que les Lakers allaient être champions et j'ai même parié. Et j'ai gagné et j'en suis très content parce que je ne gagne pas toujours au pari. Mais ce que je veux dire, c'est que je savais l'issue et ça ne m'a pas empêché de regarder. Je connaissais… Alors, c'est pas scénarisé. Alors, comment ils sont allés jusqu'au match 5, 6 ? Ouais, 6, ouais, 4-2. Donc, c'était quand même serré. Donc, comment est-ce que toi, tu pouvais être pétri de confiance par rapport à l'issue du truc ou... Parce qu'il y avait un favori, que j'étais sûr par rapport aux forces en présence de ce qui allait se passer, par rapport à la force mentale d'une équipe par rapport à une autre, par rapport aux antécédents Kobe Bryant, etc. Mais peu importe, on parle pas basket dans le sens où ce que je veux dire, c'est que le catch est scénarisé et à la fois quand on se met devant notre écran, même si on sait que c'est scénarisé, on ne connaît pas l'issue, on la verra. Donc, oui, le suspense, il est là. Et point barre, on vient consommer un moment de sport avec du suspense. D'ailleurs, malheureusement, dans le sport, dans le tennis, dans le foot, dans tout, il y a eu de nombreux matchs pipotés, achetés. C'est une réalité, c'est comme ça et c'est passé devant la justice. Et donc, il y a eu plein de matchs qu'on a regardés qui étaient déjà organisés à l'avance. Bon, bah voilà, oui, mais toi, en tant que spectateur, effectivement, tu ne le sais pas. Ça n'a rien à voir avec le catch.
Oui, oui. Voilà, en tant que spectateur, je veux dire, pour moi, oui, en effet, le catch est scénarisé. Ça enlève rien à l'émotion du moment et ça enlève rien à ce qu'on vit en fait. Voilà, même si le sport habituel, c'est bien sûr deux équipes qui ne savent pas à l'avance qui va gagner et qui s'affrontent. Mais à l'arrivée, pour moi, on vit les mêmes choses en fait. On vit des retournements de spectaculaires, on vit des émotions, des hauts et des bas. Et voilà, et c'est au catch d'arriver à nous faire vivre le plus possible ce suspense. Et par rapport à la mentalité des chroniqueurs et du monde de la télé sportive aujourd'hui en 2020, est-ce que tu penses que un jour le traitement du catch de manière sportive, sans toujours éluder la partie spectacle, pourrait avoir sa place à la télé, que ce soit dans 2 ans ou dans 10 ans? C'est-à-dire En de faire des France, comptes rendus. C'est-à-dire qu'en France, on ferait des comptes rendus. La nuit dernière, Royal Rumble, Roman Reigns a gagné, s'est qualifié pour WrestleMania. Un truc un peu plus. Et ben, pourquoi pas, au même titre que l'équipe a diffusé des WrestleMania en prime time le dimanche soir. Ouais. Alors après, il y a la durée, parce que maintenant, la WWE fait des pay-per-view qui durent 4 heures, des fois 5 heures. Donc faire un débrief à minuit 45, c'est sûr que ça a moins d'impact et j'ai envie de dire, ça sert quasiment à rien. Mais éventuellement, de passer un best-of WWE, je sais pas, de la semaine de 19 à 20 heures et de 20 heures à 20h30, faire un débrief avec Pascal Pro, Thibaut Vézirian et Yann Colby, quoi. Ouais. Non, en effet, ce serait un truc marrant, passionnant, etc. On n'a pas du tout cette culture-là de dire tiens, on a 30 secondes de droit à l'image WWE, on va diffuser le coup final de ce combat et montrer le nouveau champion avec sa ceinture et donner le résultat brut. Déjà pour deux choses, c'est que là, en 2020, moi je vois un retournement de ce qui se passe entre Internet et la télé, c'est-à-dire que les chaînes info deviennent des chaînes de débat et d'humeur et non plus d'information parce qu'elles elles se disent en ce moment même que le bandeau déroulant en dessous, là, les titres qui passent, ça suffit. Mhm. Les gens, ils ont leur mobile, les notifications, Internet et qu'ils ont l'info quand ils la veulent ou ils la veulent. Donc, quand ils vont sur une chaîne info, ils pourraient utiliser une chaîne info pour faire ça, mais ils ne le font pas vraiment. Donc, ils y vont en fait pour avoir de l'humeur, s'agacer devant la télé, réagir à de l'actualité qui vient de tomber, mais ça y est, qui est l'actualité. Et en fait, les chaînes info ne servent de moins en moins à diffuser juste le petit truc, la petite image. Ah, j'ai pas vu le but de l'OM hier, tiens, je vais mettre une chaîne info pour le voir. Bah non, je vais aller sur YouTube et je vais le voir, en fait. Donc, elles sont en train de se faire balayer par ça, les chaînes info, et donc elles migrent. Donc, en effet, du débrief d'un show de catch qui serait très suivi en France et donner de l'humeur autour de ça et faire ce qu'on pourrait faire là sur YouTube en débrief à chaud d'un show en pleine nuit et mettre en ligne. Oui, mais donner du résultat factuel, etc. En effet, c'est trop tard. Il fallait le faire en 2010, il fallait le faire en 2000. Après, ça c'est la première réponse factuelle sur l'état des lieux pour moi télé. Après, la réalité, c'est que on est aujourd'hui avec une caste dirigeante de 45 à 80 ans dans ces métiers-là et qui n'a aucune sensibilité avec le catch et qui ne prendra absolument pas le risque de traiter ce sport comme ça. Voilà, on est face à de l'humain à chaque fois. Les gens qui pourtant prend le choix de le diffuser le dimanche soir en prime time. Parce que le rapport qualité-prix est parfait. Parce qu'ils savent qu'ils vont attirer tant de centaines de milliers de téléspectateurs pour un prix assez bas. Et donc, le ratio rentabilité, il est top. Et à cette heure-là, on fera pas forcément mieux en diffusant un pauvre match de foot ou une rétro ou un machin. Ou un film qui coûtera plus cher ou une série bidon qu'on a déjà vu partout. Donc, ils font ce choix-là. Donc s'il y a de l'audience, ça veut dire qu'il y a éventuellement aussi une audience potentielle pour un débrief. Par exemple, il y a Raw qui diffusait, je crois que c'est Raw, enfin je sais. Oui, mais ça coûte plus cher le débrief, Yann. D'accord. Je pose mes questions de profane aux professionnels. Ouais, le débrief, il coûte finalement plus cher que le show en lui-même, puisque tu payes 4 intervenants, tu remets un plateau, lumière, régie, des images, donc une préparation aussi en temps réel de highlights pour illustrer les propos, des titres.
Les gens se rendent pas compte, mais derrière une émission, il y a quand même beaucoup de boulot. On a beau essayer de tout faire maintenant sur YouTube, etc., nous-mêmes, fabuleux habillage et tout. Mais même là, juste de préparer ta bannière, ton liner, les photos et tout, ça t'a pris du temps. De préparer l'organisation de notre rendez-vous, ça prend du temps. Donc à l'échelle d'une émission télé, lumière, règles Covid et tout, bah, ça prend de l'argent et ça coûte. Donc les gens se rendent pas forcément compte de ça. Ils aspirent les contenus gratuitement. Mais aujourd'hui, le produit économique télé, il coûte un peu cher. Justement, c'est plus facile de tout faire gratos sur YouTube et de diffuser et de prendre quelques milliers de vues. Donc, pour moi, non, c'est irréalisable dans le sens où il y a une logique économique qui est folle. Il y a des coûts incroyables. Moi, j'ai fait le choix par liberté aussi, parce que tu disais avec les catcheurs qui sont obligés de fermer leur chaîne Twitch ou de refiler l'argent à la WWE et tout. Moi, j'ai fait le choix par liberté aussi journalistique de me mettre à mon compte il y a 4-5 ans en disant je vais essayer de multiplier les aventures, de vivre de ce que je fais, de l'antenne à droite à gauche, etc. Et de surtout, pour moi, c'est le point de départ du métier de journaliste, c'est rencontrer encore plus de gens, sortir, vivre des trucs au lieu d'être enfermé dans le même studio comme je l'avais été pendant 9 ans à TF1 et LCI. Et donc, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que on est dans une économie où les chaînes, elles payent X CDI, les gens qui ont 30 ans de carrière, et elles sont complètement oppressées par ce poids de masse salariale, de droits télé. Donc, elles prennent pas autant de risques, en fait. Mais le point positif, et ça je le redis, c'est que moi, ce que j'ai vu en 13 ans de télé, c'est que les choses, elles bougent parfois juste à la volonté d'une personne. Quelqu'un qui va donner le go, ouais, vas-y, tente ça. Ouais, vas-y, fais ça. Tiens, je peux diffuser à la fin cette petite image de cage. T'as vu, le mec, il est passé de l'autre côté d'une cage, il a fait un saut de 8 mètres. Ah ouais, c'est impressionnant, diffuse. Ou alors, pourquoi tu veux nous passer ça? Non, non, on n'a pas le temps, laisse tomber, on passe pas ça. Et souvent, c'est une personne qui prend une décision et qui a un impact sur global. Quand sur C8, j'ai fait venir Christophe Ajus, j'ai dit à Estelle Denis, vas-y, mais ça va être cool, fais-le venir dans Touche pas à mon sport, on va parler catch et tout. C'est risqué parce que c'est C8 qu'on a besoin d'une audience optimale, qu'on n'a pas du tout le recul vis-à-vis du catch, comment ça va être perçu. Non mais t'inquiète, Christophe, il est top, il va te faire le show, il va avoir de la punchline et tout. Moi, j'ai pris le risque. J'aurais pu ne pas me mouiller. J'aurais pu ne prendre aucun risque et dire putain, ouais, je fais venir Christophe. Alors, je le connais depuis petit, mais s'il est pas bon ce jour-là, c'est moi qui trinque. Et c'est moi derrière qui perd en crédibilité. Alors, le catch, ensuite, sera 0. Et ensuite, Vézirian, avec ses conseils, il nous casse les couilles. Donc, vous voyez un peu le risque. Alors, moi, je l'ai pris et voilà, j'assume et je l'aurais assumé derrière, même si ça s'était pas bien passé. Pour le coup, ça s'est bien passé, cette émission-là, à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils équilibrent la balance et quand le risque, ils estiment qu'il est trop élevé, quand ils veulent pas se mouiller, quand ceci, cela. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un mec qui va dire putain, en fait, on va diffuser que la moitié de WrestleMania parce que je trouve que ce show, il se tient très bien en highlights, en moitié. Est-ce que la WWE le permet au niveau des droits et tout, j'en sais rien, mais peu importe. On va redécouper le show, on va en faire un 1h30. Je te coupe juste, c'était d'ailleurs ce que nous avions sur Canal+, à l'époque, où quand les pay-per-view duraient 2h45, 2h50 aux US, nous on avait toujours une version condensée de 2h30, voire des fois à l'époque de la WCW, 1h30 ou 1h45. Je me souviens de Bash at the Beach 97. Donc effectivement, c'est des choses qui se négocient par rapport à toi, l'acheteur, tes contraintes de la grille. Ouais. Et avec une vision des choses aussi, de se dire, derrière, on va faire 20 minutes de débrief avec des mecs qui envoient parce que je veux de l'humeur, en effet, je veux que ça fasse réagir, je veux que les gens ils se sentent concernés, on affiche quelques tweets et tout parce que les gens qui ont suivi, ils sont avec nous, on fait un contenu ensemble. Moi, ce que j'aime d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis aussi sur YouTube comme toi, parce que j'aime le partage et tout, mais ça part d'une volonté. Une seule, d'une direction, d'un show, d'une vision aussi des choses. Et ça peut se jouer, mais comme je l'ai dit, c'est un investissement. Alors, il n'y a pas que financier, il y a donc du travail derrière. Et c'est là que il faut avoir quelqu'un d'un peu visionnaire aussi. Comme moi, quand je suis arrivé en 2007 à LCI, pour te dire, il y avait Jean-Claude Dacier qui était grand patron. Il est devenu 2 ans plus tard président de l'Olympique de Marseille. Cet homme-là, il est venu nous voir, les jeunes là qui trifouillent sur Internet à l'époque où la mode c'était Paris Hilton, c'était filmé un peu sous la douche, YouTube naissait en France, en gros, hein, et il nous a dit bon, moi j'y comprends rien Internet, c'est quoi ce truc, ça a l'air dangereux.
Mais vous êtes 3 jeunes là, faites une émission tous les soirs et vous nous dites, vous faites un JT de tout ce qui se passe sur Internet, de ce dont les gens parlent. Et vous nous dites l'actu de ce dont les gens parlent. Et ça a cartonné. On sait 3 fois l'audience moyenne des tranches d'LCI à ce moment-là, alors que la chaîne était payante, parce que on faisait un truc où on parlait aux gens et on parlait des thèmes qui plaisaient aux gens, parce que c'est ce dont les gens parlaient sur Internet, et donc on en faisait un JT. Tout ça pour dire que il n'était pas dans le cœur de cible, il connaissait pas le domaine, mais cet homme-là, ce directeur général de l'époque, a dit, je ne connais pas, mais je mets les bonnes personnes au bon endroit et faites, et allez-y, foncez. Là, c'est un peu le cas, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors, ça a peut-être évolué sur la chaîne L'équipe, quoi. Ils se sont dit, on n'est pas forcément tous fans de catch, ou le directeur n'est pas fan de catch, mais tiens, on va mettre du catch. Il y a un super rapport qualité-prix, on est ouvert. Il y a une communauté qui est hyper motivée, qui va soutenir. Et voilà. Et après, tu as les fans qui savent aussi que s'ils ne regardent pas, il n'y aura plus de catch à la télé en France. Donc, tu as un jeu aussi comme ça. Ce dont ne se rendent pas compte forcément les fans de foot. Ils se disent non, moi je veux que regarder la finale de Ligue des Champions. Mais tu peux pas avoir la finale si tu regardes pas les qualificatifs. Très bien. Bah écoute, Thibaut, tu finis cette phrase à 1 heure pile d'émission. Donc moi j'ai envie de dire, tu connais ton métier mieux que personne. Tu couperas un petit peu là, tu mettras les highlights justement pour qu'on fasse un débrief de cette émission. Eh ben écoute, non mais je pense qu'en termes de montage, ce sera plus de l'habillage. Il y a quasiment rien à couper. Je pense que tout ce que tu as partagé avec la communauté sur la clinique, c'était de haute qualité, parce que ça nous a permis d'avoir le son de cloche de quelqu'un qui est dans le sport médiatique, dans la télé, mais qui vient aussi d'une fibre catchesque par les cassettes vidéo qui arrivaient chez la famille Vézirian, et qui étaient envoyées d'ailleurs par moi-même. Ah ouais, c'était uniquement toi? Il y en avait d'autres, mais je sais qu'une grande partie venait de chez moi. Ouais. Ça venait de l'Est de la France par moment, en effet. Ouais. Ça venait du vivier Grand Est, ouais, c'est ça. C'était pirate ou c'était légal? Pardon? C'était légal ou c'était pirate? C'était 100% pirate, je m'en fous, il y a prescription. C'était il y a 20 ans, donc voilà. On pouvait pas faire autrement en même temps. En même temps, oui, si tu voulais regarder du catch, à part copier des cassettes que tu achetais sur Internet au balbutiement de l'Internet, c'était très compliqué de regarder du catch parce qu'il n'y en avait pas. Donc la WWE ne pouvait pas te dire, tu n'as pas le droit de regarder la ECW, je veux dire, ou la New Japan. Mais voilà, donc je réitère mes compliments par rapport à ta venue sur la chaîne. C'était très instructif. Merci beaucoup. Merci du temps que tu as pris dans ton emploi du temps surchargé. Et puis, peut-être qu'une autre fois, quand on pourra discuter du catch, doit-il être traité comme un spectacle, hein, on ne sait pas, pour avoir la deuxième mamelle de ce débat. Mais en tout cas, voilà. Merci infiniment, Thibaut. Je te laisse conclure. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube, sur Twitter, à la télé, etc. Je te laisse la parole pour conclure. Ouais, c'est très gentil, en tout cas, c'était super agréable. C'était un grand plaisir de discuter avec toi, d'avoir ton son de cloche en plus aussi sur plein de choses, tu vois, sur la popularité, sur les audiences, sur les droits télé là-bas que je connais pas spécialement en détail. Donc c'était très cool. Et en effet, moi aussi, je suis dans le partage à fond. J'ouvre ma chaîne YouTube aux supporters de foot, de sport. On parle basket, je donne des conseils aux athlètes blessés aussi, sportifs ou amateurs ou professionnels, parce que j'estime que c'est important et il y a un manque d'informations là-dedans. Donc il y a ma chaîne YouTube Thibaut Vézirian, vous trouverez. Et puis régulièrement, moi je suis dispo sur tous les réseaux sociaux pour discuter avec les gens. J'essaie de répondre au maximum. Et puis donc sur la chaîne L'équipe et un petit peu sur CNews aussi le matin pour me voir en télé. Mais voilà, on se rapproche encore plus avec les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou et puis à relayer cette discussion là, longue durée ensemble. C'était vraiment très cool. Voilà, c'est parti parfois un peu dans tous les sens, mais c'est ça la passion, c'est ça l'émotion. C'est ça, c'est l'amour, c'est le partage. On est des livres ouverts comme ça. Conclusion de la conclusion, donne-nous 3 big names sportifs que tu as interviewés sur ta chaîne et que les gens peuvent retrouver en y allant.
Dernièrement, il y a eu 1 heure et quart avec Nicolas Anelka, exclusif. Il s'est livré comme jamais avec personne d'autre d'ailleurs. On devait faire 20 minutes ensemble. Il m'a dit on continue. Il m'a envoyé un SMS. On a fait 1 h 20 de discussion sur tout ce qui les touche. Et comme j'utilise le même logiciel que toi, c'était en direct et du coup les gens ont pu poser leurs questions, lui poser directement leurs questions. Donc Nicolas Anelka. J'ai eu Zinedine Zidane aussi depuis Madrid en vidéo sur ma chaîne. Et puis côté catch, j'ai fait un question-réponse avec les questions des internautes avec Drew McIntyre là, il y a 2-3 mois et avec Sheamus aussi pendant le confinement, sur son confinement. Donc c'était très cool. J'ai failli avoir l'Undertaker récemment et finalement j'étais à l'antenne au même moment sur la chaîne L'équipe et je pouvais pas, les créneaux matchaient pas, mais voilà. Donc voilà pour les trucs cool. Mon grand kiff serait d'avoir Mike Tyson et The Rock. Pas en même temps, bien sûr, mais voilà, d'avoir 2 personnes comme ça, de pouvoir les mettre sur le grill et discuter avec eux de tout naturellement, ce serait un de mes kiffs là qui me reste parce que j'en ai croisé plein de monde, mais eux, ce serait vraiment ouf. Et d'ailleurs, Mike Tyson, pour la petite anecdote, et ce sera la conclusion de la conclusion de la conclusion, lorsqu'il était à Raw en janvier 1998, il a permis à la WWF à l'époque d'être traité sur l'équipe, sur Stade 2. Pas sur l'équipe, sur Stade 2, excuse-moi. Donc, je crois dans le journal L'équipe aussi. Ouais. Oui, exact. J'ai la coupure de presse dans mes archives. Mais donc voilà, le transfuge sportif qui met un pied dans le monde du catch, ça permet aussi d'ouvrir. Donc c'est peut-être ça aussi la clé. Ça va faire une ouverture à la conclusion. Merci à Donald Trump aussi, du coup. Excuse-moi. Merci à Donald Trump aussi d'avoir fait du catch pour laisser des coupures de presse aussi de Trump. De haute volée en plus. Ouais, exactement. Donc oui, peut-être que ce qu'il faudrait pour le futur, pour que nos deux sons de cloche arrivent à se rejoindre sur le chemin du bonheur, c'est qu'il y ait plus de sportifs de haut niveau qui soient impliqués de manière crédible, ça c'est très difficile à faire, de manière crédible dans le monde du catch, pour que le catch bénéficie d'une lumière sportive pour être traité de la sorte. Une fois de plus, Thibaut, merci beaucoup, à très bientôt. Bonne actu, bon courage pour tout, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.